Donc, vous le savez, on, on travaille à la VITEM en lien avec nos partenaires et amis du réseau des aménageurs, donc Euroméditerranée, hein, que je tiens à saluer dans la présence de Charles et puis d'Alice qui est dans les spectateurs, Géraldine pour Nice Éco-Vallée et Mohamed Afakri pour la société d'aménagement Zenata, la SAS. Donc, je tiens vraiment à remercier particulièrement ces deux derniers intervenants parce qu'ils étaient déjà intervenus sur notre webinaire précédent pour des présentations qui étaient vraiment extrêmement intéressantes. Et du coup, on s'est dit, on va peut-être creuser un tout petit peu plus, aller plus loin. Donc, je vous rappelle pour mémoire qu'on est sur le sujet de la charte de la ville durable et désirable en Méditerranée. Et que ce qui nous intéresse là, c'est justement de confronter un petit peu les points de vue, mais aussi l'opérationnalité pour certains, puisque pour certains, comme Nice Éco-Vallée, par exemple, c'est déjà très engagé. Pour la SAS, ça l'est un petit peu moins, mais il y a quand même un tout petit peu d'avance par rapport à Euroméditerranée. Et donc, Euroméditerranée est très intéressé et gourmand de connaître justement un certain nombre de process et la façon dont ça se passe sur d'autres territoires que celui de Marseille. Donc, je pense qu'on va tout de suite donner la parole à Charles, puisque Charles a préparé une petite présentation qui nous permettra à la fois de positionner un petit rappel sur ce qui a été dit précédemment, et puis d'ouvrir vers justement cette discussion et ces interrogations. C'est à toi, Charles. Bonjour à tous. Il faudrait que je puisse partager. Voilà. Est-ce que vous voyez tous? Voilà. Donc, bonjour à tous. Je vais faire un rapide rappel pour rafraîchir les idées par rapport à ce que s'était dit au mois de novembre dernier. Je vous avais présenté en particulier la démarche qui est en train de développer au Méditerranée pour asseoir de façon plus ancrée les valeurs des principes de la vie méditerranéenne durable dans l'ensemble des échelles de projet. Et pour ce faire, on a décidé de mettre en place tout un dispositif qu'on appelle les référentiels, qui nous servent à évaluer et à guider l'ensemble des projets aux différentes échelles, grands territoires, mais aussi échelles de construction et d'espace public, sur l'ensemble du territoire de l'Euroméditerranée. Ce dispositif est constitué de 3 éléments. La charte d'engagement, vous en avez parlé, c'est une charte qu'on souhaite faire signer à l'ensemble des acteurs publics et privés qui interviennent sur le territoire et qui les lie à nous dans le sens où, sur 10 points, et notamment sur leur fait qu'on leur demande d'adhérer aux valeurs et principes de la vie méditerranéenne durable et désirable. Vous savez, ces ingrédients qu'on avait ciblés comme étant les ingrédients nécessaires pour développer une ville inscrite dans son site méditerranéen marseillais. Mais aussi leur demander d'utiliser un certain nombre d'outils qui permettent à la fois de générer un niveau d'ambition et d'atteindre un niveau d'ambition systématique sur les opérations et de créer un cadre de travail collaboratif. Donc voilà, c'est ce que vous voyez sur la slide. Donc c'est à la fois un cahier de bonne pratique, des guides et des référentiels et des fiches méthodologiques. Tout ça, on est en période de test cette année et c'est pour ça que ça nous intéresse beaucoup, comme l'a dit Pierre, de confronter nos essais à des établissements et des aménageurs qui ont plus d'expérience sur le sujet et donc qui pourront nous donner des tuyaux pour mieux fabriquer et mieux asseoir ce dispositif. Alors, concernant les outils, nous, on a pour objectif vraiment qu'il soit un cadre de partage donc des objectifs de la vie durable, à la fois les grands principes dont je parlais tout à l'heure, un peu philosophiques à l'échelle du territoire, mais aussi leurs déclinaisons très objectives, donc avec des minimums à atteindre. Ce sont des outils d'aide au pilotage, internes et externes, internes à l'État-EM, et puis pour les différents acteurs, aux différentes étapes de projet, de la génération des projets jusqu'à leur réalisation et voire post-livraison. Et ensuite, bien évidemment, ils permettent l'évaluation à tous les niveaux, tous les timings du projet et entre différents projets, ça afin de pouvoir tout simplement être un outil qui permet de mieux affiner les projets, mais aussi de créer une stimulation, une émulation générale sur le territoire. Et vous voyez notamment, je vous en avais parlé la dernière fois, l'évolution du référentiel et des valeurs et principes à droite, qui sont la base et le socle
des grandes orientations. Le passage de ces grandes orientations vers ce dispositif très objectivé de référentiel, par exemple, là, on a le logement, le tertiaire et le générique, qui est en cours de développement, qui lui-même permet une traduction graphique d'un profil de projet avec des niveaux d'attente. Donc ça, vous voyez à gauche, un profil de projet qui est une traduction directe des grands objectifs de revenu méditerranéen durable. Et ça, à toutes les échelles de projet, à tous les timings de projet, à la fois sa génération, dans son développement, à sa livraison et même post-livraison, pour que systématiquement ce système s'enrichisse d'expérience et s'auto-valide, on va dire, à la fois d'expérience standard, mais aussi sur des expérimentations qui permettraient progressivement d'augmenter le niveau, d'atteindre de nouveaux objectifs qui qui continuent d'inscrire le projet dans cette démarche de toujours faire mieux. Voilà. Alors, au bout d'un an de test, je vais très vite, simplement pour vous faire un état des lieux en fait, de nos questionnements et de nos observations. Donc, au bout d'un an, on s'était engagé à tester le dispositif de façon à soit à le valider, l'affiner, voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, à la fois sur le fond et la forme. Donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que sur les opérations pour lesquelles on a soumis le référentiel dans le cahier des charges, on atteint plus de 90% des objectifs des indicateurs, alors, en sachant qu'on est sur les phases de projet. On n'a pas encore toutes les données sur l'ensemble des indicateurs, parce qu'il y a des choses qui sont très précises. Sur les autres opérations, donc notamment celles qui étaient lancées avant, pour lesquelles les référentiels n'étaient pas applicables de façon contractuelle, mais bien sûr, on sollicite l'ensemble des acteurs à les utiliser et les prendre en main, on voit que la plupart des acteurs entrent dans le jeu, les utilisent au moins pour regarder, pour analyser leur projet, et on voit aussi pour commencer à attraper les objectifs qu'ils n'avaient pas forcément initialement. Donc ça, c'est intéressant, puisqu'on voit qu'il y a finalement ce côté d'émulation, le fait de dire que sur le territoire, voilà, il y a des objectifs qui sont partagés sur l'ensemble des opérations et qu'il y a d'autres opérations qui les prennent bien en compte, est un facteur majeur d'argumentation, est un très bon argument pour justement faire augmenter les standards, on va dire, de qualité. Donc on voit des traductions directes. Je vous prends notamment les impacts sur la construction, transformation progressive des formes bâties, des bâtis qui s'affinent de façon à être mieux éclairés, mieux ventilés naturellement, la matérialité des bâtiments qui change, la qualité des logements qui augmente, de plus en plus d'extérieur pour les logements, pour les bureaux, que ce soit des terrasses, des balcons. Vous voyez par exemple un exemple à droite. Donc ça, c'est sa traduction dans les nouvelles opérations qui sont en train de sortir. Opérations de logement. Des dispositifs méditerranéens qui sont de plus en plus utilisés, donc vraiment une contextualisation, on va dire, de l'architecture elle-même. Enfin, voilà, je vais tout vous lister, mais on voit directement que ça a un impact assez rapide sur la transformation et l'amélioration de l'architecture, notamment dans sa contextualisation méditerranéenne. Par contre, ça pose des questions. Ça pose des questions sur le futur. Là, on est sur des phases, notamment pour les opérations qui soumises au référentiel, des phases qui sont près ou aux environs du permis de construire. Ça, on peut très, très bien encadrer dans le cadre notamment des promesses de vente. Par contre, la question qui se pose, c'est comment on fait derrière pour continuer à cadrer et pousser les opérateurs à conserver les objectifs qu'ils ont développés. On sait très bien que les projets changent souvent par contrainte, par obligation, donc il n'y a pas de problème. L'idée, c'est que ces transformations, ces modifications qui sont suivies pour toujours correspondent aux enjeux sur lesquels on s'était entendu initialement. Donc, ça pose la question des manières de cadrer, éventuellement de contraindre, de sanctionner, par exemple, des projets qui seraient un peu récalcitrants. Ensuite, une autre question, c'est comment faire que cette dynamique elle soit bien prise en main par l'ensemble des acteurs, de façon à être une démarche dynamique du territoire, partagée, qu'éventuellement les promoteurs, etc., puissent y contribuer. Voilà, ça c'est une autre question. Et puis, une quatrième question, c'est
Vous avez vu, par exemple, sur le logement, côté français, on se pose beaucoup la question au niveau national sur la qualité du logement. Il y a beaucoup de nouvelles données, de nouveaux objectifs qui sont donnés nationalement et localement. Comment ça, on va finalement venir nourrir systématiquement les référentiels pour les faire évoluer dans le temps, que ce soit techniquement, par exemple, je pense aux enjeux environnementaux, ou liés justement à ces nouvelles donnes que peuvent nous apporter la société. Voilà. Donc, je pose 4 questions comme ça pour lancer, que vous les ayez en tête, parce qu'elles sont des enjeux qu'on voit comme assez importants dans l'utilisation de ce référentiel. Et on va écouter Nice et Casa. Je pense qu'ils ont plein de choses à nous apprendre sur le sujet et il reste beaucoup de questions. Merci beaucoup, Charles. Donc, c'est plutôt quand même assez encourageant parce qu'au bout d'un an de test, on se rend compte qu'il y a près de 90%, plus de 90% des indicateurs, et puis qu'en plus de ça, comment dire, ça génère une sorte d'effet d'entraînement auprès des opérateurs qui, même s'ils n'y sont pas soumis, finalement, regardent ça avec attention, en se disant, tiens, bah, finalement, peut-être, pourquoi pas nous? Bon, OK. Je propose que… Voilà. Alors après, on reviendra parce qu'effectivement, les questions, elles sont très, très importantes. Hein. Quel impact sur la qualité des réalisations, l'intégration dans une démarche territoriale, la remontée des informations, ça c'est un sujet, je pense qu'on va aborder aussi beaucoup avec Géraldine. Et puis, quelle solution, quelle façon, quel moyen de pression on peut avoir sur les opérateurs. Du coup, ça va être intéressant. Je profite juste de cette petite césure pour dire aux spectateurs qu'ils peuvent bénéficier du jeu de questions-réponses pour poser des questions que nous relayerons à l'oral, évidemment. Hein, donc, n'hésitez pas. Voilà, parfait. Donc, Géraldine, si vous voulez bien prendre la parole, oui, c'est à vous pour Nice Eco-Valley. Je vais partager mon écran, du coup. Si Charles, tu peux te déconnecter, enfin, départager. Merci. Alors, est-ce que vous voyez bien? Du coup, donc, comme le disait Pierre, on avait fait une première session là, en novembre pour un peu expliquer chacun des référentiels. Donc là, l'idée, c'était plutôt de se focaliser un peu sur le retour d'expérience, sachant que nous, donc, notre référentiel environnemental, il est donc propre à l'EPA de Nice Eco-Valley. Et il existe depuis 2012, donc ça fait 10 ans, donc on a un certain recul et un certain retour d'expérience qu'on souhaite partager aussi sur nos bonnes pratiques et sur ce qui peut être appliqué par les projets d'aménagement. Donc, pour rappel, les objectifs, donc ce référentiel, en fait, l'idée, c'était qu'il soit créé dans l'idée d'être propre et adapté en fait aux spécificités du territoire de l'opération d'intérêt national des 10 000 hectares. Du coup, donc, on voulait en fait que l'Éco-Vallée soit un territoire vitrine du développement durable. Donc, c'est pourquoi le référentiel avait pour but de dénoncer la stratégie pour la qualité environnementale qui est établie pour cette Éco-Vallée. L'idée, donc, c'était de définir clairement et précisément des objectifs environnementaux, donc de fixer un cadre finalement aux opérateurs pour les inciter à faire toujours mieux, mais tout en respectant l'économie des projets. Et ensuite, de favoriser l'atteinte de niveaux de performance environnementale exemplaires, donc pour être dans cette dynamique d'éco-exemplarité sur l'ensemble du territoire. Donc, pour rappel, c'est un référentiel qui s'applique aujourd'hui maintenant sur plus de 160 opérations. Avec 2 cas de figure. Donc, en 2012, ce référentiel était obligatoire pour les projets d'aménagement dont l'EPA avait la maîtrise d'ouvrage, donc les projets d'aménagement qui sont situés sur les zones d'aménagement concerté. Et il s'appliquait de façon volontaire sur le reste de l'OIN. Du coup, en 2019, il y a eu une grosse avancée puisque ce référentiel est devenu obligatoire pour tous les projets situés dans l'OIN qui étaient d'une surface de plancher supérieure à 500 mètres carrés. Donc voilà, on a eu une énorme aussi augmentation du nombre de projets qui sont mis à appliquer ce référentiel et aussi une méthodologie d'application qui a légèrement changé au vu de cette obligation. Donc sur la méthodologie d'application,
Là, donc, c'est en grande partie ce qui vous est exposé sur la droite et qui concerne les projets des zones d'aménagement concerté. Donc, lorsqu'on, le PA, en tant que maîtrise d'ouvrage, lance un appel d'offres, la première étape, ça va être d'imposer dès la phase concours, dans les cahiers des charges, les exigences environnementales. Donc, pour que les projets et les opérateurs soient bien conscients des enjeux qu'il y a sur le projet qui se fera dans la ZAC. Donc, ça, c'est une première étape qui est très importante. Et à la suite de ça, donc, on impose les exigences dans tous les documents contractuels. Donc, ça va être les promesses de vente, les actes de vente, le règlement de consultation dans le cadre des appels à projets qu'on lance. Et donc, en fait, ce qui est très important là-dedans, c'est aussi d'écrire dans les cahiers des charges et dans ces documents contractuels pour engager de façon officielle l'opérateur à appliquer ces exigences. Donc, notamment dans les promesses et actes de vente, on a des clauses sur le respect du référentiel qui obligent les opérateurs à respecter le référentiel et à atteindre et à valider toutes les étapes qui vous sont expliquées juste en dessous. Donc, les 4 étapes avec la phase fonctionnement. Les 4 étapes du référentiel, donc l'opérateur se doit d'avoir validé toutes les étapes pour être dans les règles et valider l'ensemble du référentiel. Donc, toutes les étapes, c'est très important aussi. Une fois que les documents contractuels sont signés et les clauses intégrées, on va donc évaluer les projets en phase esquisse, permis de construire, pro DCE et chantier livraison. Et en phase fonctionnement également, avec une évaluation des preuves et de tous les documents à chacune de ces étapes, des rapports d'évaluation qui sont faits et vraiment un suivi très, très régulier pour vraiment vérifier que toutes les exigences en fait sont appliquées à toutes les phases d'aménagement du projet. Du coup, donc là, un petit focus notamment sur les étapes importantes. Donc, une fois que les exigences ont bien été définies, la première, et là, c'est plutôt pour rentrer dans le détail, d'identifier en fait les non-conformités et le respect des exigences. On va regarder dès la phase PC, donc permis de construire, si les exigences ont été respectées, donc notamment les pourcentages et taux d'énergie renouvelable sont ceux qu'on a demandé dès le début, si les simulations thermiques dynamiques respectent et les exigences de confort d'été sont respectées, si les protections solaires sont adaptées à ce qu'on avait demandé. Donc ça va vraiment être la première étape qui définit en fait le premier contrôle. Pardon, Géraldine, qui le fait ça? C'est vous? C'est vous, Oui. D'accord, Au c'est vous moment le des PA. avis des avis de permis de construire, donc en fait, il y a une instruction au niveau de la DDTM qui donc évalue les dossiers. Et nous, de notre côté, on fait un avis qu'on transmet à la DDTM et donc un avis vraiment détaillé. C'est très important en fait, c'est vraiment le premier point d'arrêt important puisque une fois que les permis de construire sont obtenus, après, c'est plus compliqué d'aller vérifier si une exigence n'est pas respectée. Mais bon, donc c'est ensuite la suite des étapes. Après, donc, comme je disais, à chacune de ces étapes, on a tout un suivi en parallèle qui se fait sur une plateforme en ligne, donc la plateforme du référentiel, qui, je vous ai mis, donc c'est une petite photo de l'aspect de la plateforme, donc, où les 160 opérations sont également enregistrées dessus. Donc, une fois que la phase PC est validée, en phase projet DCE, on va regarder, pareil, si les exigences sont bien au rendez-vous et notamment, on va regarder donc les cahiers des charges et les CCTP pour bien évaluer que les exigences qui avaient été inscrites dès la phase conception sont bien intégrées dans les cahiers des charges aux entreprises et que chacun des acteurs puisse respecter ces exigences-là. Ensuite, donc, une étape également importante en phase chantier et en phase livraison. Donc, à ce chantier, il y a les bureaux d'études qui vont suivre également l'avancée du chantier, repérer les non-conformités, donc avec de nombreuses visites sur site. Ces visites sur site nous sont reportées ensuite au sein du référentiel avec des comptes rendus pour que nous aussi, on puisse assurer que ces exigences-là sont bien validées. Et donc, un bilan en phase, donc au moment de la livraison, pour vérifier que les exigences définies en conception
ont bien été validés? Est-ce qu'il y a des problèmes qui ont été identifiés? Est-ce qu'en termes d'énergie, en termes de déchets, en termes de compteurs d'eau, etc., est-ce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas? Et c'est à ce moment-là que nous, on évalue aussi sur la plateforme, qu'on échange avec les bureaux d'études, avec les maîtrises d'ouvrage pour justement essayer de régler les problèmes qui ont pu être identifiés. Et en phase donc exploitation, donc une étape aussi extrêmement importante puisque c'est ça qui nous permet aussi d'avoir le retour d'expérience si finalement une fois que le projet est livré en exploitation, est-ce que tout fonctionne correctement et est-ce qu'on peut dire que le projet est toujours mérite toujours d'être labellisé référentiel Ecovalue Qualité. Donc, ce qui est intéressant, c'est que parfois sur certains projets, et ça on aimerait le mettre en place de façon plus régulière, on fait des visites sur certains des projets en exploitation. Si on a identifié une non-conformité au moment de la livraison ou après, pour évaluer en fait et regarder comment évolue le bâtiment, comment ses systèmes énergétiques fonctionnent, comment les systèmes de comptage fonctionnent. Enfin, on essaie de regarder un peu différents points et voir et discuter avec le gestionnaire du bâtiment, les techniciens, qui parfois nous remontent des informations qu'on ne verra pas forcément juste en échangeant avec des éléments en ligne sur la plateforme. Donc ça, c'est des choses qui sont hyper intéressantes et qui finalement peuvent être remontées parfois de façon un peu informelle. Donc on a la plateforme qui nous permet et l'étape permis de construire qui nous permet d'avoir vraiment ces informations plus formelles. Mais ce qui est très important, c'est aussi d'avoir tout ce réseau d'acteurs et ces échanges avec les professionnels pour nous remonter des choses qui ne fonctionneraient pas. Du coup, donc là, je vous ai mis un peu pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, des exemples de non-conformité qu'on a pu identifier sur certains projets. Donc, en phase permis de construire, comme je vous disais, qui est la première étape un peu de vérification, on évalue vraiment en détail les dossiers permis et ce qu'on peut constater parfois, c'est que donc on a des exigences en termes de bioclimatisme qui sont assez ambitieuses. Ce qu'on constate parfois, c'est que les protections solaires et les simulations thermiques dynamiques qui nous sont fournies ne sont pas toujours conformes à ce qu'on exige, avec notamment dans ces simulations thermiques dynamiques des scénarios de confort qui ne conviennent pas, des fichiers de température et des températures de consigne qui ne sont pas adaptées à la réalité, et des protections solaires qui ne sont pas adaptées au projet, à la situation, à la spécificité du territoire. Donc ça, c'est une étape très importante. Et quand ça ne convient pas, donc on échange avec les maîtrises d'ouvrage et notamment les bureaux d'études en particulier. On fait des réunions pour leur dire on peut mettre un avis de permis réservé et jusqu'à ce que le projet mette en œuvre les solutions adéquates qui répondront aux exigences qu'on avait convenues. En phase d'exploitation, ce qu'on a pu repérer aussi comme problème, c'est donc des projets donc, qui installaient des panneaux photovoltaïques sur leur toit et qui finalement n'étaient pas fonctionnels 1 ou 2 ans après la livraison du projet. Donc ça, souvent, on l'apprend de manière un peu informelle, en se rendant sur site, en discutant avec des professionnels lors de salons. Enfin, c'est vraiment des informations qu'on a vraiment de manière informelle. Et donc, c'est un problème qu'on a pu constater sur 1 ou 2 projets. Donc, je pense que là, il y a vraiment quelque chose à faire puisque, certes, en exploitation, je disais, on a le bilan en exploitation, mais il arrive 2 ans après et si on se rend compte que finalement, pendant les 2 ans, les panneaux n'étaient pas fonctionnels, c'est quand même quelque chose qui pose problème. Donc, ça peut être, là, c'était dû à des problèmes un peu administratifs où les panneaux n'étaient pas raccordés, ils devaient être... la production devait être réinjectée au réseau et parce que les panneaux n'étaient pas raccordés au réseau, ceci ne fonctionnait pas. Donc, voilà, ça, c'est un des problèmes qu'on avait pu identifier. Et un autre problème, c'était sur un des projets, donc une façade végétalisée qui était prévue, mais une végétation qui ne prenait pas, en fait. Donc, 1-2 ans après, on se rendait compte que voilà, ce n'était pas du tout le rendu qui avait
qui avait été définie lorsqu'on nous présente les planches avec des projets en conception qui sont très verts et finalement en réalisation, on se rend compte que le résultat n'est pas du tout celui qui était attendu. Donc, pour régler ces problèmes-là, comme je le disais donc, dès le début, ce qui est très important, c'est vraiment que dans les documents contractuels, donc dès les règlements de consultation, dès les promesses de vente et actes de vente, on ait en fait ces clauses qui obligent l'opérateur à respecter le référentiel et l'ensemble des exigences, et de dire qu'en cas de problème, ils sont bien engagés à respecter ces clauses et qu'ils peuvent avoir des pénalités s'ils ne respectent pas ces clauses. On a notamment en fait une pénalité financière qui est définie pour les projets qui, un an après leur livraison, n'auraient pas validé l'ensemble des exigences du référentiel. Le projet aurait donc une pénalité de 50 € par mètre carré de surface de plancher. Donc ça, c'est un peu un moyen de pression, on va dire, lorsqu'un projet ne veut pas appliquer certaines exigences ou qu'il est trop tard ou que quelque chose ne fonctionne pas, on lui rappelle qu'il est bien engagé et qu'en cas de non-respect, il y a ces pénalités qui peuvent s'appliquer. Les documents d'engagement, c'est les documents d'engagement au référentiel. Donc, dès que le projet est enregistré sur la plateforme en ligne, il va signer un document qui va l'engager, et l'opérateur, mais aussi bien les bureaux d'études, les gestionnaires du bâtiment, à contribuer au respect du référentiel. Donc, c'est signé par la maîtrise d'ouvrage. Et en parallèle, par nous, le PA, et pareil, c'est un peu un document qui les engage, tout comme les promesses de vente et actes de vente, à respecter le référentiel. Et en cas de problème, on leur rappelle qu'ils ont bien signé ce document et qu'ils sont donc engagés contractuellement et juridiquement. Et ensuite, donc, on a bien entendu des échanges très réguliers avec les maîtrises d'ouvrage. On se rend compte que les projets, finalement, quand on repère les non-conformités, les projets qui arrivent le mieux à résoudre les problèmes, c'est ceux avec qui on a des échanges très récurrents dès la phase conception, voilà, qui sont très engagés, même avant même le dépôt du permis de construire, on échange très régulièrement avec eux, et ça permet aussi pour eux d'identifier les problèmes le plus en amont possible. Donc voilà, et les bureaux d'études avec qui on échange aussi, puisque finalement c'est eux qui s'assurent de faire respecter les exigences, et donc sur les problèmes techniques comme j'évoquais, protection solaire, simulation thermique dynamique, c'est avec eux qu'on va régler le problème plus en profondeur. Et donc les prestations financières, comme je vous le disais, avec cette clause de 50 € du mètre carré par surface de plancher, qu'on n'a pas appliqué, mais qu'on a utilisé un peu comme moyen de pression pour faire en sorte que le problème soit résolu. Je vous évoquais aussi la non-conformité des façades végétalisées qui ne prenaient pas, et des panneaux photovoltaïques donc, qui n'étaient pas fonctionnels. Des fois, ce qu'on se rend compte, c'est que la pression juridique, c'est pas tout. Enfin, c'est en plus, mais c'est pas toujours ce qui fonctionne le mieux. Finalement, ce qui fonctionne le mieux, c'est de dire aussi, bon, bah voilà, sur ce projet, il y a encore une caution qui est retenue, donc une pression financière. Si vous respectez pas les exigences environnementales, il y a tout un tas de points qui pourront pas vous être rendus, et donc la caution ne pourra pas vous être rendue si le référentiel n'est pas respecté. Donc finalement, c'est au final ce qui fonctionne un peu le mieux et qui oblige après les opérateurs à se dire, bon, ben là, je n'ai pas le choix. Il faut que je fasse en sorte de régler mon problème et que je vois avec le PA pour que mon projet soit conforme. Et donc, en piste d'évolution, ce qu'on s'est dit également, c'est qu'il fallait donc non seulement discuter, avoir un suivi régulier avec les opérateurs, mais faire plus de visites sur site pour repérer au mieux les non-conformités, puisque comme je disais, il y a une moitié des exigences qu'on repère à travers la plateforme, à travers les permis de construire, les dossiers officiels, mais il y a certaines non-conformités qu'on va identifier en discutant simplement de façon informelle avec des opérateurs. Donc, il est très important aussi d'avoir ce réseau d'acteurs-là, et donc de faire ce suivi régulier dès le début, dès l'amont, pour identifier les problèmes. Et pour optimiser donc la résolution des problèmes, vraiment aussi savoir vers qui se tourner, parce qu'une fois que le projet est livré et que la maîtrise d'ouvrage n'est plus forcément là, c'est
c'est compliqué parfois de savoir quel est l'interlocuteur. Donc, toujours avoir ce réseau d'acteurs étoffé et voilà, discuter avec les personnes qu'il faut pour régler les non-conformités. Voilà. Merci beaucoup, Géraldine. Tout ça est très clair. Donc, de ça, je retiens que le dialogue enfin, l'examen d'abord des documents initiaux est fondamental, mais le dialogue aussi avec les opérateurs est crucial à ce stade, puisque en fait, c'est toute la partie qui est antérieure aux moyens de pression, et puis après, effectivement, on bascule dans la partie moyens de pression que vous avez mis entre guillemets. Alors, je voudrais juste vous laisser la parole, alors 5 minutes, pas plus, parce que du coup, on a un peu dépassé, pour répondre à une des questions que se pose Euroméditerranée. Aujourd'hui, avec le recul que vous avez, est-ce qu'on peut vraiment considérer que l'adaptation ou la mise en œuvre du référentiel a un impact sur les réalisations? Est-ce que globalement, on se rend compte qu'il y a une sorte d'effet d'entraînement global sur les réalisations et même sur la volonté des opérateurs de mieux faire? Oui, bah forcément, en fait, avant que le référentiel existe, déjà, bon, il y avait déjà des référentiels environnementaux qui étaient mis en œuvre et il y avait déjà des projets qui mettaient en place ces exigences-là. Grâce à notre référentiel sur notre territoire, on s'est rendu compte que bah, la plupart des opérations appliquent que notre référentiel et du coup, sur les 160 opérations, il y a 60% d'opérations qui n'auraient appliqué aucune exigence environnementale. Là, on a vu la différence également avec le fait qu'avec le PLUM, il y a l'obligation depuis 2019 d'appliquer sur les projets des projets quand même petits, à partir de 500 mètres carrés de surface de plancher. Donc, on se rend compte que maintenant, c'est quelque chose qui est de plus en plus intégré. Que les maîtrises d'ouvrage qui n'avaient pas l'habitude de mettre en place ce type de démarche commencent à s'y intéresser, à réfléchir de manière différente. Avant, il était hors de question de mettre en place des panneaux photovoltaïques parce que bon, voilà, ils n'étaient pas obligés. Maintenant qu'ils rentrent dans ce type de démarche, il y a vraiment une réflexion plus globale sur des solutions vertueuses, sur des types de matériaux plus bas carbone. Et en fait, on voit aussi qu'il y a une prise de compétence aussi de la part des bureaux d'études qui maintenant proposent systématiquement ces solutions vertueuses et les maîtrises d'ouvrage qui l'acceptent plus facilement qu'avant. Donc, non, il y a une réelle avancée grâce au référentiel et grâce à l'ensemble des démarches de qualité environnementale de manière générale. Sur le confort d'été également, on se rend compte qu'on fixe les ambitions et les objectifs de plus en plus haut parce que c'est une problématique extrêmement importante, notamment sur les territoires méditerranéens. Et on voit apparaître des projets avec des protections solaires adaptées, des persiennes. Avant, on voyait sortir des projets sans aucune protection, avec juste des volets intérieurs. Voilà. Et maintenant, on se rend compte que dans l'architecture, c'est quelque chose qui va être de plus en plus intégré. On a des archis qui vraiment prennent en compte cette question-là, alors qu'avant, c'était beaucoup moins le cas. Donc, clairement, les exigences environnementales, elles font évoluer les projets et tous les acteurs de la chaîne sont impliqués, les promoteurs immobiliers sont plus impliqués, les architectes travaillent d'une façon différente. Donc oui, c'est positif. Ok, super. Alors, merci beaucoup Géraldine pour cette réponse très précise. On a une première question, mais avant de donner la parole au public, je voudrais que Mohamed, Monsieur Fakri, donc, nous fasse la présentation de la vision d'un opérateur marocain, donc sur le territoire marocain, justement de l'application de ce référentiel. Et vous allez voir que c'est très, très intéressant parce que du coup, ça répond aussi à la deuxième question de Charles, qui est quel est le type d'intégration ou peut-on parler d'une intégration de la démarche au niveau du territoire. Et on va se rendre compte en fait que oui, le territoire et les opérateurs publics sont extrêmement concernés par l'application du référentiel. Mohamed, c'est à vous. Bonjour, merci.
Mesdames, Messieurs, bonjour. D'abord, je remercie Avitem pour l'organisation de cet événement qui permet beaucoup d'échanges effectivement entre les expériences des divers aménageurs autour de la Méditerranée. Alors, j'aurai le plaisir de vous parler un peu de notre expérience au sein de la ville nouvelle de Zenatan. La dernière fois, j'avais parlé du référentiel qu'on avait mis en place depuis la phase de conception de la ville, un référentiel écocité et une charte développement durable qui sont l'ADN de notre démarche. Et attendez, je crois que l'écran n'est pas encore… Vous voulez que je m'occupe du partage d'écran, Mohamed? Ou vous voulez le faire vous-même? Ah, okay. C'est bon? Ouais, c'est très bon. Ok, parfait. Désolé. Voilà, donc à partir de ce référentiel que nous avons présenté la dernière fois, sachant que c'est un référentiel qui englobe toutes les phases du projet, depuis la phase conception, passant par la réalisation jusqu'à l'exploitation et l'usage. Alors maintenant, comment il est déployé au niveau des réalisations et au niveau de l'exploitation? En ce qui concerne les phases de réalisation, la charte développement durable au niveau des aménagements de la ville, quand on est en train de réaliser les infrastructures, les réseaux, les espaces publics, et quand on est en train de construire aussi les bâtiments, les équipements publics de la ville, écoles, collèges, lycées, centres de santé, maisons des jeunes, etc. Donc, dans cette phase de réalisation, la SAS veille à la prise en compte de cette charte de développement durable à travers des prescriptions, parce que cette charte, elle est déclinée dans des articles qui sont prescrits dans les contrats que nous avons avec les entreprises des travaux. Donc, du coup, chaque entreprise, quand elle a un appel d'offres à présenter, elle a les articles classiques administratifs, clauses financières, clauses techniques, mais on a aussi un cahier de charges environnementale et sociale qui est obligatoire. Donc, du coup, nous gardons la main sur la phase réalisation à travers une contractualisation des entreprises. Et tout comme les contrats classiques dans lesquels on met des mesures concessives dans le cas de retard ou dans le cas de non-conformité technique, on a mis en place aussi un système de pénalité, malus, quand l'entreprise, dans la phase de travaux, ne respecte pas certaines exigences. Quand on constate une non-conformité et on donne parfois des délais de traitement, et si c'est respecté, l'entreprise serait amenée par des pénalités qui sont calculées en fonction de l'importance, l'ampleur de la non-conformité qui a été constatée et non traitée. Alors, tout ça pour vous dire qu'en phase réalisation, nous sommes en contact direct avec les prestataires. Mohamed a disparu. Je pense qu'il Et c'est la commune qui a l'habilitation juridique pour le faire. Et ce n'est pas l'aménageur. Donc, il fallait penser à cette phase-là, comment nous, la SAS, on va essayer de veiller sur l'application de tout ce que nous avons conçu dans le projet pour pouvoir le voir se maintenir et maintenir aussi cette cohérence globale de la conception à l'usage. Et puis, il y a la partie qui concerne les développeurs et les promoteurs qui, in fine, vont construire des logements pour des usagers finaux qui sont les habitants. Alors, comment on pourrait éventuellement réfléchir à des moyens et des artifices pour pouvoir assurer les déclinaisons de notre
charte de développement durable au niveau de tout le projet. Alors, je vais commencer peut-être par cette deuxième partie relative aux promoteurs et habitants. Mohamed, excusez-moi, je crois qu'on ne voit plus votre diapo. Si vous voulez, Julien, si vous voulez, je peux oui. le partager. Comme ça. Mets-la en ligne. s'il te Oui, plaît. d'accord, OK. OK. Et ça nous permettra d'avoir une meilleure connexion vous concernant. Ouais. Parce qu'il y a quand même quelques D'accord. petits bugs. Ça arrive. Voilà. Alors, suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors, en ce qui concerne les promoteurs, donc, comment la SAS va assurer ce suivi de projet et les déclinaisons d'une autre référentiel au niveau de la construction? Alors, comme tout à l'heure l'avait bien expliqué Géraldine, les promoteurs ils sont engagés vis-à-vis de la SAS avec des cahiers de charges. D'abord, quand on fait une transaction foncière, nous avons sur le titre mère des prénotations. Et je vais revenir là-dessus. Alors, pendant la phase de conception du promoteur, de son projet, il y a beaucoup d'échanges entre le promoteur et les équipes de la SAS pour pouvoir vérifier qu'ils respectent le cahier de charges urbain et le cahier de charges architectural. Donc, il y a des promoteurs qui sont très, très en avance. Ils ont des staffs et des bureaux d'études et des architectes qui sont très, très avancés. Ben, d'autres, il faudrait peut-être les accompagner pour pouvoir mieux leur expliquer comment le faire. Parce qu'on ne pourrait pas quand même se priver d'un promoteur qui est en train de monter en compétence et dire qu'il n'a pas pu faire, on ne le prend pas. On essaie de les mener aussi avec nous dans cette expérience-là et les mettre dans les, je dirais, dans les standards de cette ville éco-cité. Alors, mis à part les cahiers de charges urbains et architecturaux, il y a aussi le cahier de charges environnemental et social qui trace aussi les déclinaisons de notre référentiel. Tout à l'heure, elle avait parlé, Géraldine, du confort thermique, mais nous aussi, on a des exigences en termes de confort thermique. Avec le promoteur, il y a des simulations thermiques. On vérifie déjà sur quel logiciel il le fait, parce que quand même, il faudrait qu'on soit sûr que les résultats seraient bons. Nous avons avec nous une maîtrise d'œuvre technique composée de bureaux d'études et d'architectes qui nous accompagnent aussi parce qu'on ne peut pas tout faire en interne. Et il y a pas mal de prescriptions aussi en termes d'usage de l'énergie propre pour l'éclairage des parties communes, notamment les escaliers. Et un autre exemple, au niveau des parkings, on a par exemple prescrit des huileurs pour pouvoir essayer d'éviter de mettre des huiles dans les égouts des eaux pluviales. Alors, tout à l'heure, Géraldine avait très, très bien expliqué les artifices et le comment quand elle a parlé des non-conformités qui sont surveillées, qui sont après levées, et après, elle avait même parlé de quelque chose comme des sanctions, des pénalités. En tout cas, nous, je ne sais pas comment ça pourrait être fait, mais par contre, tout à l'heure, j'avais dit que nous avons des prénotations sur le titre foncier. Alors, même si le promoteur il a respecté tout son cahier de charges urbain et architectural et qu'il a pu avoir le permis d'habiter, il ne pourra pas éclater les titres si nous n'avons pas, nous, délivré un quitus. Donc, nous avons aussi la main parce que c'est ce sont les services de la commune des plans qui ont l'habilité d'autoriser, de donner le permis de construire et le permis d'habiter. Mais nous gardons, nous, notre pouvoir sur le titre foncier. Donc, on vérifie que le promoteur, il a respecté, il a levé des réserves avant d'enlever cette prénotation pour qu'il puisse éclater les titres et attribuer les appartements aux habitants. Alors, si je passe à l'autre facette ou l'autre usager qui est l'habitant lui-même, quand il va intégrer son logement, on avait pensé aussi à des outils qui pourraient être déployés pour pouvoir assurer cette continuité d'implication en termes de respect de charte de développement durable. À juste titre, dans les règlements de copropriété, nous essayons de voir avec les promoteurs comment ils ont prévu la gestion des parties communes. S'il y a des panneaux photovoltaïques dans la terrasse, s'il y a des petits
endroits pour compostage, par exemple, des déchets verts, on essaie d'avoir un peu comment tout ça a été intégré dans le règlement de copropriété. Aussi, on vérifie à ce que les habitants puissent disposer à la livraison d'un guide d'exploitation qui intègre aussi les fiches techniques de certains équipements pour pouvoir assurer une bonne gestion de la phase maintenance préventive et curative. Et aussi, on essaie de travailler avec la commune pour inciter éventuellement des promoteurs et des habitants à mettre en place certaines opérations, certaines solutions en termes d'action qui pourraient être parfois non obligatoires, mais on essaie de jouer sur l'incitation. Alors, en ce qui concerne l'autre volet qui est la ville, à grande échelle, alors on s'est dit que nous, on a fait l'aménagement et la commune viendrait prendre la main pour pouvoir assurer l'exploitation de cette ville. Mais si tout ce qu'on a prévu n'a pas été malheureusement entretenu et géré de la manière avec laquelle nous l'avons pensé, le site va perdre son attractivité et on n'aura pas gagné la partie. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? On a contracté un consultant pour pouvoir faire une étude prospective de la gestion des services urbains au niveau de la ville. Cette étude prospective avait commencé d'abord par une analyse de la situation économique, organisationnelle et financière de la commune. Nous avons essayé de voir est-ce que la commune est capable, de point de vue technique, de point de vue financier, pour assurer la gestion des services urbains. Quand on parle, nous, d'une écocité ou des solutions smart ou de mobilité douce ou de parcs intelligents, tout ça, nous sommes en train de le réaliser sur terrain avec des coûts qui sont quand même conséquents. Mais si jamais on n'est pas sûr que l'entité qui va gérer, qui est la commune, n'a pas les moyens techniques, n'a pas les moyens organisationnels pour le faire, il fallait quand même faire le point, voir ces faiblesses-là pour pouvoir essayer de travailler dessus. Dans cette étude-là aussi, on a essayé de voir quel est l'impact du plan d'aménagement sur les finances de la commune. Parce que quand vous partez chez la commune pour lui dire « je suis en train de faire une ville », cette nouvelle ville, elle intègre beaucoup de solutions qui sont innovantes. Ces solutions-là, ce n'est pas des équipements purement classiques et ce n'est pas une gestion classique qui va me permettre de garder l'attractivité de la ville. Donc, il faudrait qu'on voit avec quels moyens on pourrait exploiter, on pourrait gérer ce service. La première chose, la commune vous dira, parce que généralement, comme vous savez, quand on commence un projet de cette ampleur-là, c'est dans des communes qui n'ont pas suffisamment de moyens au préalable, mais qu'il faudrait les faire monter en compétences petit à petit. Alors, l'étude a permis d'expliquer à la commune que le plan d'aménagement, les mètres carrés qui vont être autorisés, qui vont être construits, vont générer des taxes pour la commune. Et nous avons fait avec eux ce calcul de l'impact de ce plan d'aménagement sur leurs finances à court, moyen et long terme, pour qu'ils voient un peu leurs recettes-dépenses sur les prochaines années à venir. Autre chose, nous avons essayé de voir avec eux quel modèle de gestion de chaque service. Par exemple, quand on prend le transport, la gestion de déchets, la gestion des réseaux, chaque service, nous avons essayé d'examiner les divers modes de gestion qui existent et faire des études comparatives avec des simulations en termes de coûts, recettes, et faire une comparaison globale de ces scénarios-là avec les diverses parties, prenantes et principalement la commune. Alors, tout ça nous a permis d'avoir donc ces avantages et inconvénients de ces modes de gestion pour pouvoir aboutir à un scénario idoine. Il n'y a pas un scénario parfait pour un territoire quelconque. Il y a toujours des plus et des moins, mais in fine, on essaie d'avoir un scénario qui est le plus plausible et qui s'insère le mieux et qui peut aussi être agile pour pouvoir être adapté dans le futur. Donc, si vous permettez, Julien, la slide suivante. Mohamed, je vais lui demander d'accélérer un petit peu. Nous sommes mis d'accord alors sur un modèle qui existe déjà. On n'a pas créé la roue. C'est un modèle de société mixte qu'on appelle chez nous au Maroc société de développement local. Cette entité-là lui permet d'avoir un objet social large
Il pourra exercer le pilotage et la coordination de l'offre des divers services de la ville en relation directe ou indirecte avec les usagers. Et cette SDL pourra aussi gérer elle-même et opérer des services en interne, comme elle peut s'appuyer sur des opérateurs externes à travers des contrats pour pouvoir les gérer. Alors, cette solution-là permet à la SAS d'avoir aussi le contrôle de cette phase d'exploitation. Donc, nous serons, nous et la commune, en train de travailler ensemble pour pouvoir tenir compte des préoccupations des uns et des autres, et donc chacun trouve son compte. Par exemple, nous, en tant qu'aménageurs, on avait des difficultés des fois dans la phase de transfert de propriété avec la commune. Donc, on a profité de cet exercice-là pour pouvoir mettre en place une convention avec la commune qui explique dans le cadre des aménagements que réalise la SAS, la commune a un droit à un regard de suivi, qu'est-ce qu'on doit lui préparer pour pouvoir passer à la phase réception et comment on peut contracter le transfert de propriété. Et de même, on a intégré dans cette réflexion-là comment on va gérer les divers services de la ville. Slide suivant, si vous permettez. Oui, suivante. Alors, après, on a vu avec eux comment on va mettre en œuvre ce modèle retenu. Donc, comme tout à l'heure, j'ai dit, donc, il fallait passer par une convention pour pouvoir faire avec la commune et une définition claire et un partage de responsabilités claires entre les deux parties. Comme ça, on va partir sur des bonnes bases. Aussi, nous avons travaillé et réfléchi avec la commune sur comment renforcer ses capacités techniques et financières. Donc, il passe par le recrutement, achat de matériel pour pouvoir éventuellement gérer des services en interne. Et aussi, on a mis l'accent sur l'amélioration du taux de recouvrement parce que bien que le plan d'aménagement va générer plusieurs millions de dirhams en termes de recettes fiscales, mais si le taux de recouvrement n'est pas bon, on sera passé devant beaucoup de choses que malheureusement la commune ne pourra pas en bénéficier pour pouvoir gérer les services. Donc, tout ça nous a amené après à réfléchir maintenant. Nous sommes dans la phase de la création de la SDL. Donc, il reste pour nous maintenant, c'est le tour de table, comment il sera composé, à quel pourcentage, et établir les documents pour pouvoir opérationnaliser cette SDL et ensuite lancer des consultations pour contracter un ou plusieurs opérateurs privés qui vont gérer certains services. Mohamed, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Mohamed. On est bien d'accord que pour le montage de cette société de développement local, c'est la commune qui est venue vous chercher. Vous n'avez rien imposé du tout. Alors, nous avons travaillé avec la commune dans cette étude-là pour pouvoir lui dire, voilà les modes de gestion. Il y a la régie, la concession, l'affermage, mais on n'a pas un seul service. Nous avons plusieurs services dans la ville. Donc, on avait besoin d'avoir quelque chose d'hybride qui n'existait pas dans les modèles classiques. Cette société de développement local, c'est une chose qui permet, parce que de par la loi des collectivités autorise les collectivités à créer des sociétés de développement local dans lesquelles l'État devrait être actionnaire majoritaire et la commune doit avoir au moins 34% de capital. Et ça permet aussi d'intégrer un opérateur privé. Donc, ça permet d'avoir des partenariats publics-privés pour pouvoir gérer des services qui sont classiquement de l'habilitation et de l'obligation de la commune. Mais pour pouvoir être aussi, nous, en tant qu'aménageurs, partie prenante dans cette phase d'exploitation, donc c'est à travers la SDL qu'on pourrait éventuellement contribuer par la réflexion, par rapport et par le suivi. OK, donc ça vous donne en fait un moyen de pression supplémentaire qui vient s'ajouter à ce que vous disiez antérieurement à propos de l'éclatement des titres. Et donc là, comme on a une question sur la prénotation sur le foncier et l'éclatement des titres, tel que j'ai compris les choses, ça veut dire qu'à un certain moment, le promoteur, il a la possibilité justement comment je dirais, sectionner les droits de propriété et pour les rediffuser justement à ses clients, en fin de compte, hein, c'est ça. Sauf que à ce stade-là, l'aménageur peut très bien s'opposer justement à cet éclatement des titres et faire en sorte de dire non, vous ne respectez pas le cahier des charges, donc vous rentrez dans un processus d'amélioration avant livraison et éclatement des titres. C'est ça l'idée. Alors, tout à fait. Donc, c'est une sorte de prénotation dans un titre foncier parce que nous, on vend au promoteur le titre foncier mère, c'est un seul titre. Lui, quand il va construire son immeuble ou ses immeubles
il passera après à une phase d'éclatement des titres pour pouvoir faire le contrat final avec les habitants. Donc, lui, il sait d'avance que nous avons un droit de regard pendant toute la phase de suivi. On est avec lui, on l'accompagne, on met en place des bureaux d'études, des architectes pour pouvoir le mettre en phase. Mais si jamais, parce qu'on n'est pas là, quelquefois, il n'y a pas assuré quelque chose, on pourra vérifier à la phase finale si certaines exigences n'ont pas été respectées. À ce moment-là, notre pouvoir de pression, c'est ce petit-là qu'on ne peut pas délivrer s'il ne respecte pas. Donc, au lieu de la pénalité financière, nous avons, nous, un pouvoir administratif plus fort, c'est que lui, il ne peut vendre aucun mètre carré tant qu'il n'a pas pu avoir ce quitus de la part de la SAS. C'est astucieux, en effet. Je ne sais pas si nos aménageurs ont comment dirais-je, le même pouvoir juridique ou juridictionnel. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment très astucieux. Est-ce qu'on peut faire un petit tour, parce que là, on arrive quasiment à la fin de notre temps. Est-ce qu'on peut faire un petit tour du côté de Julia, si tu as pu avancer? Et sinon, après, je voudrais qu'on revienne donc vers Charles pour voir s'il a obtenu satisfaction justement à quelques questionnements, puisque là, manifestement, les deux opérateurs, les deux aménageurs, je pense, ont été vraiment extrêmement précis sur des moyens de pression. Je voudrais qu'on fasse un petit tour. Ah, génial. Vas-y, on t'écoute, Julia. Oui, alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Oui, alors en fait, j'ai essayé de recueillir le résultat final. Je vais essayer que ce soit une sorte de 3 tables qui essayent comme si c'était 3 aménageurs, justement. Vous êtes 3 aménageurs qui vous mettaient en comparaison des projets, des démarches différentes. Donc, on part de Euroméditerranée avec du coup quelques éléments qui avaient été déjà dits lors du dernier webinaire sur la charte d'engagement, les outils mis à disposition et les questions, surtout les questions qui sont posées. Et qui sont posées aux 2 autres collègues du coup des 2 autres projets. Donc, nous avons ici pour Niseko Valley, j'ai essayé de retenir cette obligation de la prise en charge du référentiel à toutes les étapes. La question des étapes de projet revient, effectivement. Bon, après, ça, et Julia, ça a parfaitement du sens. Et l'extension du périmètre aussi. Hein. Rappelle-toi ce qu'a dit Géraldine, c'est qu'à à partir de 2019, en fait, il y a une bascule sur tout le territoire qui est porté par l'OIN. Oui, c'est effectivement, je vais le mettre ici, tac, je le note. Pour qu'ici, je rajoute quelque chose sur effectivement cette date importante de 2019 qui finalement, effectivement, l'obligation du référentiel, comme c'était un peu une solution par défaut, fait que c'est vraiment une bonne manière de le faire respecter. Après, je vais évidemment essayer là, je n'ai pas eu le temps avec les échanges, mais je vais essayer évidemment mettre en évidence de manière assez nette les différentes parties. Donc, et pour reciter Zenata, j'ai essayé de faire apparaître donc à la fois ce suivi avec les promoteurs et avec les habitants. Et un peu quelques éléments clés sur cette étude prospective, qu'est-ce qu'elle a permis d'étudier et le résultat. Donc, si j'ai bien compris, le résultat un peu à retenir de cette étude a été la création de cette société qui, comment dire, formalise un peu l'engagement avec la commune. Donc, voilà, c'est ça un petit peu que j'ai... Julia, ce qu'il faut que tu rajoutes, c'est ce point important que Mohamed a cité sur la prénotation. Moi, j'avais noté préemptation, en fait, mais prénotation sur le foncier. Ce quitus qui est antérieur, en fait, à l'éclatement des titres. C'est-à-dire que là, on a un vrai pouvoir, et c'est intéressant de comparer justement avec les 2 autres aménageurs. Il y a un vrai pouvoir de l'aménageur qui dit à un certain moment, oui, vous allez pouvoir commercialiser les biens, finalement, ou non, vous ne pouvez pas encore parce que vous ne répondez pas qu'il y a des charges. Vous avez ce dispositif-là, il est possible chez vous, Géraldine ou Charles? Je ne suis pas certain. Je ne sais pas. Ouais, nous non plus, on n'a pas mis en place ce genre de système.
OK. C'est comme ça qu'on écrit, j'ai bien pré-notation. Oui, prénotation, oui, avec un tiret entre pré et notation, mais ce n'est pas grave. OK. Mais on regardera ensemble si tu veux. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Alors, on avait… Charles, est-ce que tu as des choses à rajouter sur ce qui a été dit? Déjà, je voulais vous remercier tous les deux beaucoup pour toutes les informations que vous nous avez données. C'est très intéressant. Alors, ça répond à une de mes questions majeures qui était justement comment est-ce qu'on contraint? Finalement, on s'est focalisé là-dessus. Mais en parlant de ça, j'ai vu que finalement, l'adhésion et la dynamique de groupe et d'acteurs autour du référentiel étaient nécessaires dans vos deux cas de figure. Donc, finalement, ça prouve bien que pour que la solution prenne, il faut qu'elle soit hyper partagée, très portée par le territoire. Et finalement, que ce soit à Zenata avec les habitants, les promoteurs, ou que ce soit à Nice, on voit que finalement, il y a une portée très importante sur le territoire en général. Je pense à Nice, il y a quelque chose je vais utiliser une expression qui m'embouche un coin, c'est celui que le référentiel soit d'un coup devenu une des normes du plume. Et ça, je me dis que finalement, vous avez fait un travail, oui, de 12 ans, de 12 ans, on n'en est pas là, mais un travail de 12 ans qui a permis de porter les choses au plus profond des objectifs du territoire. Donc, je me dis que c'est justement par ce partage, sans doute très insistant et progressif, que vous avez réussi à faire passer les choses. Et ça me convainc effectivement du fait qu'il faut articuler énormément cette démarche avec l'ensemble des acteurs du territoire et le stimuler. Après, vous avez très clairement insisté sur le fait que la contrainte est une des solutions majeures. Géraldine, tu dis que finalement cette contrainte, elle est plus mise comme un outil de pression systématique, ce qui est bien, je trouve, parce que la contrainte, moins on l'applique, mieux c'est dans la valorisation des projets, il me semble. Par contre, ça m'interroge beaucoup sur la réactivité, notamment post-livraison des opérateurs, qui peuvent être partis, tu l'as dit. Comment ça marche? Voilà, c'est une question que je me pose. Comment ça marche? Comment réellement ils réagissent à vos interrogations et au fait qu'ils n'aient pas atteint les objectifs et comment ils corrigent leur projet éventuellement. C'est ma question. Et deuxième question aussi pour toi, Géraldine, je sais qu'il y a à peu près une centaine d'indicateurs dans le référentiel de Nice. Quand vous regardez systématiquement donc, le suivi de ces indicateurs, c'est compliqué en fait, sur toute opération, de pouvoir cocher tous les indicateurs dans le sens où chaque projet est unique, chaque projet est contextualisé. Je ne peux pas forcément répondre à tout. Voilà, ma question c'est, est-ce qu'il y a une latitude de réponse, est-ce que vous avez un pourcentage de taux de réponse qui permet de valider, voilà, et d'entrer dans la démarche? Pour répondre un peu aux deux questions en même temps, et je voulais l'évoquer aussi, mais c'est vrai que comme tu disais, chaque projet est unique et surtout, nous, on a un référentiel qui s'applique sur 10 000 hectares, mais c'est 10 000 hectares qui vont être très différents en fonction de là où on se situe parce qu'on est aussi bien sur de l'urbain très dense que sur du rural, du périurbain. Donc, on va avoir des projets, et même en termes de surface de plancher, qui vont être totalement différents les uns des autres. On va passer de projets à 500 m² de surface de plancher jusqu'à 10 000 m² de surface de plancher. Donc voilà, plein de critères différents. Et ce qui est important, en fait, pour faire respecter les exigences, il faut vraiment se montrer, s'adapter, en fait, à chaque spécificité et être flexible. Et c'est aussi une des forces du référentiel, c'est de dire, voilà, sur votre projet, on est conscient qu'il y a forcément des choses qui pourront être moins facilement atteintes. Notamment sur les surfaces végétalisées où par moment on a dans le périurbain des objectifs qui vont avoir plus de difficultés à s'appliquer. Donc je pense que ce qui est important, c'est vraiment de rester flexible et toujours d'être dans la discussion
C'est pour ça que j'ai insisté aussi beaucoup sur des échanges et un suivi régulier avec l'ensemble de la chaîne des acteurs, que ce soit les maîtrises d'ouvrage, les bureaux d'études, les architectes, et en fait trouver la meilleure solution pour chaque opérateur. Donc, certes, il y a des non-conformités qui vont être identifiées, mais parce que c'est dû à la spécificité du projet. Donc, il est important de rester flexible et nous aussi, on propose dans le cadre du référentiel, lorsqu'un objectif est difficilement atteignable, de dire, voilà, on propose des compensations. Donc, si vous êtes moins bon sur l'objectif de végétalisation, on va vous demander de compenser sur une autre thématique, notamment l'énergie, en allant au-delà des niveaux minimums qu'on exige. Donc, toujours un peu cette balance et cet équilibre qui permet aussi de s'adapter et de se dire, les opérateurs, ils savent qu'ils ont un cadre, ils ont des objectifs à atteindre qui vont entre une 50aine à 80 objectifs en fonction des profils qu'ils vont choisir. Mais cette logique de compensation qui va aussi les faire mieux adhérer à la démarche, parce que s'ils voient ça comme quelque chose de trop contraignant, ils voudront plus s'engager. Voilà. Mais après, il faut trouver un juste équilibre en ne pas dérogeant non plus à toutes les règles et avoir quand même une base commune. Mais cette logique de compensation, elle est très importante et on la voit en fonction des types de projets d'aménagement qu'il applique. Donc, ce qui veut dire que vous introduisez dans les clauses contractuelles initiales, qui sont, comme elles sont contractuelles, elles sont très figées, des mentions de flexibilité. Et ça, c'est introduit dedans. Oui, après, on ne le met pas forcément dans les clauses. Les clauses, ça va être le respect du référentiel de manière générale. Et après, c'est des discussions à avoir par exception sur tel ou tel objectif qui ne s'applique pas. Donc, il faut vraiment que ça reste quand même de la dérogation, mais pas de manière systématique. On ne veut pas que ce soit quelque chose de systématique. C'est vraiment au cas par cas, si le projet ne peut pas appliquer, il y aura ça, mais ce ne sera pas forcément intégré. La clause, ça va vraiment être le respect du référentiel à toutes les étapes. Moi, je trouve que à Zenata, il y a des, comment je pourrais dire, des étapes intermédiaires qui sont vraiment très intéressantes. Cette capacité justement à contractualiser avec les opérateurs publics, avec la commune en l'occurrence, permet à l'aménageur de continuer à être en vigilance, y compris après, alors évidemment dans le cadre des services publics, de l'aménagement des services publics, mais ça permet aussi de continuer justement à être extrêmement impactant sur le territoire. Et le deuxième, c'est effectivement ce point juridictionnel sur lequel, à un certain moment, l'aménageur peut dire stop, ça ne convient pas, donc revoyez votre copie, réinstallez, enfin rebranchez vos panneaux solaires, faites en sorte que… Donc, moi, je trouve que là, pour le coup, il y a un arsenal peut-être un peu différent, en tout cas qui mérite d'être étudié attentivement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pour le coup… alors, on est vraiment sur une option de dialogue. Hein, d'ailleurs, on le voit bien sur le visuel de Julia. On est sur une option de dialogue, on est sur une vision de contrôle, on est sur une vision de sanction pénale. Mais j'ai l'impression, en tout cas, après, bon, moi, je suis un néophyte, hein, mais j'ai l'impression vraiment que là, pour le coup, l'aménageur est plus en position régalienne. Tout à fait. Moi, je pense que c'est vrai que c'est un très fort pouvoir. Hein. C'est un très fort pouvoir qui est mis en place. Je ne sais pas, moi, dans le cadre juridique français, je ne sais pas comment ça peut prendre place. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une question qui est très intéressante à se poser. Alors, donc, avant de donner, si Jean-Charles est d'accord, avant de donner la parole, donc je voudrais juste qu'on prenne connaissance des interventions du public. Donc, il y a une personne qui s'appelle Madame Elmerini qui dit « Dans l'idée de pouvoir faire évoluer ces référentiels, ces projets peuvent-ils également être des sites d'expérimentation pour de nouvelles solutions, bonnes pratiques innovantes en matière d'aménagement durable ?» Alors là, je pense qu'on est en plein dedans, hein, et de gestion des ressources, notamment grâce au dispositif de financement actuel, et elle fait référence au PIA 4. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? Moi, je pense qu'on est en plein dans ce qu'on a présenté depuis le début, mais bon, si vous avez autre chose à rajouter. Oui, tout à fait, on est en plein dedans. Enfin, les référentiels sont en fait une base pour faire évoluer, c'est ce que je disais en tout cas sur le Méditerranée, et je pense que Géraldine, c'est pareil de ton côté, pour faire évoluer les choses et pour tester. Donc, on est en plein dans cette idée de pouvoir jalonner progressivement et de faire augmenter
y compris en testant. Nous, on a une cellule innovation en interne à Euromed et on propose systématiquement d'aller au-delà du socle qu'on a défini en aidant les différents acteurs du territoire et en testant avec eux tout simplement des solutions innovantes. Voilà. Exactement. Et puis, notre ami architecte urbaniste d'Alger, Madame Arroy, nous signale effectivement que, pour le coup, la formation, alors l'information, la communication et la formation, notamment auprès des architectes, j'imagine, des urbanistes, des architectes, des bureaux d'études, est vraiment fondamentale. Est-ce que, puisque là, on a déjà dépassé notre temps imparti, est-ce que Jean-Charles, cher ami de Marseille, directeur de la prospective à la ville, tu aimerais conclure cette très, très belle présentation et je tiens vraiment à vous remercier tous les trois. C'était extrêmement intéressant. Oui, vraiment 2 mots pour dire combien j'étais impressionné par la qualité de ce panorama et par la dynamique d'engagement que porte Charles, que porte Géraldine, que porte Mohamed. Et je pense que ça mérite que l'échelon local, l'échelon communal étendent ces démarches dans l'espace et dans le temps, j'ai envie de dire, dans l'espace et dans les dynamiques urbaines. On a beaucoup de travail, on l'a vu la fois précédente, sur les espaces publics, donc, qui sont possibles générateurs de liens sociaux. Donc, je ne vais pas revenir sur ces aspects-là, sur cette interaction avec l'animation de la ville, mais la ville a son rôle à jouer pour développer des démarches qui valorisent ce potentiel de lien social et je dirais même de démocratie participative, avec l'idée que la qualité présentée ici peut avoir un effet d'entraînement sur d'autres programmes qui ne sont pas forcément aussi normalisés, et affiche aussi une exemplarité de la collectivité dans son ensemble, qui rend crédible, qui peut renouer la confiance avec les citoyens en rendant crédible cette adhésion à des valeurs communes. Donc là, je ne développerai pas, mais on peut imaginer effectivement un effet d'entraînement fabuleux sur toutes les politiques publiques et sur la démocratie locale. Dans le temps, par rapport à l'extension dans le temps, là aussi, je suis très impressionné par le souci de voir pérenniser les dispositifs. Et là, dans mes réflexions permanentes sur la transition juridique, j'ai envie très concrètement de susciter une petite extension qui peut nécessiter des évolutions du droit, puisque je vois qu'on va très loin à Nice, on va très loin effectivement au Maroc sur les obligations post-construction. Il me semble qu'on pourrait aussi introduire, c'était écrit dans l'exposé pour le Maroc, des clauses dans les règlements de copropriété, mais aussi écrire des clauses dans les actes de vente, c'est dit aussi, de telle manière que l'engagement pris par le promoteur soit, dans le cas de copropriété, repris par l'ensemble de la copropriété comme quelque chose sur lequel la copropriété ne peut pas revenir. Je veux dire par là qu'un des copropriétaires puisse s'appuyer sur son titre de vente, qu'il soit le premier acquéreur ou le suivant, pour obtenir de la copropriété le maintien en état de l'entretien, le maintien en état et le bon entretien, notamment des équipements, des aménagements, des parties communes. Et ça nécessiterait sans doute des aménagements du droit, mais ça éviterait ce qu'on rencontre à Marseille de manière dramatique avec les copropriétés dégradées, avec plus de possibilité d'un acteur qui aurait un appartement de faire valoir ses droits vis-à-vis de la majorité qui ne veut pas mettre un sou. Mais ça ne joue pas seulement là. J'ai eu vent récemment d'une propriété touristique au Lavandou, où à la majorité simple des copropriétaires, lors d'une réflexion de façade massive sur des centaines de logements, les copropriétaires ont pu rejeter l'obligation légale future de la loi sur les passoires thermiques, comme on dit, qui aurait imposé de faire une isolation par l'extérieur à l'occasion de cette réflexion de façade. Donc on voit bien qu'il faut pouvoir donner un pouvoir à l'habitant. Et il faut donner à ce moment-là aux copropriétaires, mais peut-être à ce moment-là, on pourrait imaginer, en contrepartie, pour les copropriétés vertueuses, l'attribution régulière d'un label tous les 5 ans, par exemple, qui attesterait du maintien en bonne conformité et du maintien de la vision prévue au départ, et qui donc donnerait en contrepartie, effectivement, un maintien de la valeur patrimoniale. Voilà, donc il y a peut-être un système
à imaginer de ce côté-là. J'étais un peu long, mais ça m'est venu à l'esprit et ça pourrait peut-être assurer, assurer la continuité. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci en tout cas à tous, c'était passionnant. Merci Jean-Charles. Alors, dernière petite remarque de M. Carlioz pour clôturer. Donc, il nous dit que si un maître d'ouvrage s'y engage, il est possible d'imposer dans le règlement de copropriété des articles en faveur du développement durable. Par exemple, imposition d'un pourcentage de consommation de gaz et d'électricité verte. Toute la question, effectivement, c'est si un maître d'ouvrage s'y engage. Voilà, tout est là, tout est dit. Mais c'est vraiment très, très intéressant cette évolution, en fait, où on se rend compte que l'aménageur a un vrai rôle, encore une fois, et j'insiste peut-être sur ce mot qui est probablement maladroit, mais régalien. Et on le voit à travers ce que nous a expliqué Géraldine, les questions que se pose Charles, et puis ce qui se passe aussi à Zenata, on se rend bien compte que c'est plus un chèque en blanc qui est signé. Et ça, c'est vraiment très, très important. Donc, du coup, la ville que l'on veut, alors méditerranéenne évidemment, puisqu'on parle de ça, que l'on veut durable, grâce aux actions des aménageurs, est en passe de devenir désirable. Et ça, c'est un beau mot de conclusion, me semble-t-il. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Alors, sachez que on continue toujours à la Vitem de promouvoir ces échanges et ces propos. Donc, on va retranscrire l'ensemble de ces échanges. Julia va, j'imagine, comment dirais-je, aller un petit peu plus loin sur sa synthèse graphique. Et nous nous retrouvons le 2 mai, Julien, sous ton contrôle, pour un nouvel échange. On vous fera passer de l'information sur ce sujet-là, avec toujours notre partenaire Euroméditerranée et probablement d'autres partenaires sur un sujet, cette fois-ci, un tout petit peu plus thématique, c'est-à-dire moins technique. Un tout petit peu plus thématique, et on vous en dira plus un tout petit peu plus tard. Voilà. Merci à tous. Merci d'avoir été là. Merci. On a dépassé un petit peu, mais bon, voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne Au journée. revoir, bonne journée.